Bonsoir et bienvenue dans cette principale édition du soir. Tout de suite, les titres. Au sommaire de cette édition, l'éducation des filles, une priorité pour la première dame, Marie-Khone Faye, marraine de la Journée nationale pour l'éducation des filles, en même temps que les défenseurs des droits des femmes et de l'enfant, CICAD, est le cadre choisi cette année pour abriter cet événement que les acteurs veulent pérenniser pour consolider davantage l'instruction et l'éducation des couches vulnérables, dont les filles, à suivre des réactions dans ce journal. Et puis, flambée du sucre devient trop salé dans la cafetière des vendeurs de café Touba, alors qu'on parle de la hausse sur le café traditionnel. Voilà que le sucre grimpe, une goutte de trop qui fait déverser le vase de plaintes et complaintes des vendeurs à suivre. Pendant ce temps, les Dakarois se désaltèrent avec la pastèque très prisée en cette période où c'est le fruit en vogue. Nous allons voir le business tout autour très florissant. D'ailleurs, cependant, seulement les acteurs se plaignent de la conservation, un facteur de risque pour leur chiffre d'affaires. Mesdames et messieurs, c'était les titres. Dans un instant, le développement. Bienvenue dans le 20h de la GTV. Je vous le disais à l'entame de ce journal, la Journée nationale de l'éducation des filles célébrée au CICAD invite les acteurs à une réflexion sur l'engagement de la communauté pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes les filles. La première dame, marraine de cette journée, a magnifié les activités de rappeler combien l'éducation des filles est importante. Marie-Khone Faye, que nous écoutons au micro de Messieurs et Madame, je suis honorée de me tenir devant vous ce matin en tant que marraine de cette journée nationale de l'éducation des filles. Ce moment précieux où nous mettons en lumière l'importance vitale de l'éducation pour toutes les filles du Sénégal revêt d'une signification particulière pour notre nation. Cet événement incarne notre vision commune d'un avenir où chaque fille, quel que soit son lieu de naissance ou son statut, aura les mêmes chances d'apprendre, de grandir et de participer pleinement au développement socio-économique du pays. Le thème de cette année, pour une éducation inclusive de qualité, les filles s'engagent et engagent la communauté, souligne l'importance de l'éducation des filles dans le développement socio-économique. En effet, lorsqu'une fille reçoit une éducation de qualité dans le cadre formel ou dans les daara, non seulement elle acquiert des compétences et des connaissances, mais elle développe également sa confiance en elle. Les filles éduquées jouent un rôle essentiel dans la santé et le bien-être de leur famille et contribuent à la réduction de la pauvreté et participent à la vie économique et sociale de leur communauté, constituent un levier pour la mutation économique et sociale de notre pays. Restons dans le même sillage. Ce programme présidé par la première dame Marie-Khone Faye et du ministère de l'Éducation nationale s'inscrit dans le cadre du lancement des campagnes de Sénégal éduque ses filles et l'initiative Priorité à l'égalité. Une initiative très appréciée par les défenseurs des droits de l'homme. Parmi eux, Gaël Babacar Mbaye soutient qu'il est temps de faire face aux défis majeurs pour l'instruction de toutes les filles. Gaël Babacar Mbaye est jointe au téléphone par Ndella Ndiaye. Alors, par rapport à cette célébration justement de la Journée internationale de l'éducation des filles, célébrée au plan national par le ministère de l'Éducation ici au Sénégal, on se réjouit de voir quand même cette initiative qui réunit aujourd'hui donc pratiquement tous les acteurs, toutes les parties prenantes qui contribuent d'une forme ou d'une autre à l'atteinte de nos objectifs communs en matière de scolarisation des filles, notamment dans certaines contrées du pays où les défis sont quand même nombreux. Aujourd'hui, l'éducation est une clé du développement et avant tout, c'est un droit de l'homme. L'éducation est un droit de l'homme et à ce titre, celle-ci doit être prioritaire dans toute
toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre au Sénégal, dans les programmes et projets. Je pense que cette question devrait être autant que la question du genre, que la question de la transition énergétique, qui sont aujourd'hui devenues des tendances lourdes au plan global, devraient être prises en compte dans toutes les politiques publiques de développement au Sénégal. Et je pense que nous sommes justement sur cette voie. Si on se fie un peu aux engagements pris par le gouvernement du Sénégal, notamment à travers la hausse du budget dédié au ministère de l'Éducation, tout en restant optimiste quant à la prise en compte donc efficace et effective justement des besoins des jeunes filles dans ce domaine, dans ce secteur. Il serait important de prendre en compte également la contribution des acteurs au niveau local, de voir ces jeunes-là qui contribuent tous les jours à la promotion de l'éducation des filles, à la promotion de la scolarisation des filles dans les zones les plus reculées du Sénégal où aujourd'hui les défis sont persistants. Et je pense qu'il serait important de voir comment au-delà de ces communautés-là, au-delà de ces acteurs au niveau local, de voir comment les autorités coutumières peuvent parfois contribuer à l'atteinte de nos objectifs communs. Puis la flambée de l'huile et du sucre affecte durement le panier de la ménagère des plus modestes familles et certains commerces comme ceux de la vente de café Touba. Notre reporter est allé à la rencontre de quelques vendeurs qui expriment leurs préoccupations face à la hausse du sucre. Les autorités sont interpellées pour une solution rapide qui constitue à stabiliser les prix. Dans ce reportage, suivons-moi au salle. Depuis quelques jours, une hausse significative des prix de l'huile et du sucre est constatée. Cette situation suscite de vives inquiétudes, notamment chez les commerçants, en particulier les vendeurs de petits déjeuners et de café Touba, qui dépendent largement de ces produits. Vraiment, cette flambée n'arrange personne, surtout nous les vendeurs de petits déjeuners. J'achète le sucre à 700 francs le kilo. C'est pas évident quand même. Il faut régler cette situation le plus rapidement possible. Cet homme s'active dans la vente de café Touba. Selon lui, aucune augmentation des prix n'est encore envisagée malgré cette flambée qui pénalise leur activité. La flambée des prix a impacté tout le monde, surtout nous les vendeurs de café Touba qui l'utilisent, ce qui est dommage et que nous ne pouvons plus augmenter les prix. Nous sommes obligés de vendre une tasse à 50 francs comme d'habitude. Personne, quant à elle, lance un appel aux autorités afin de régler cette situation dans les meilleurs délais avant qu'il ne devienne incontrôlable. La hausse des prix nous a un peu surpris. Hier, j'ai acheté l'huile à 21 000 francs. Avec ce rythme, je pense que nos bénéfices vont diminuer. De ce fait, j'invite le gouvernement à trouver des solutions le plus rapidement possible, car cette situation est non négligeable. La hausse des prix de l'huile et du sucre impacte non seulement les commerçants, mais aussi les consommateurs. Ces derniers espèrent que le gouvernement prendra des mesures urgentes pour stabiliser les prix et atténuer les difficultés que cette situation engendre. Parlons d'un autre commerce, celui de la vente de la pastèque, un business florissant en cette période à Dakar, au marché syndicat de Pikine, où notre reporter en fait un tour. Les commerçants de ce fruit saisonnier très prisé estiment que la vente de la pastèque marche certes, mais nécessite plus d'accompagnement de la part des autorités car le fruit est une denrée périssable. Reportage Mansour Diassé, Boubacar Diagne. La pastèque, le fruit sillonné en vogue, et les Dakarois en raffolent en cette période. Visible dans tous les coins et recoins de la ville, actuellement la vente de ce fruit devient un business florissant qu'on sait. On rend grâce à Dieu parce que chaque musulman qui arrive à nourrir ses enfants devra remercier plutôt le Tout-Puissant. En tout cas, les clients viennent et si cela continue, on ne se plaindra pas. Le seul hic, c'est que les pastèques pourrissent rapidement et j'exhorte à l'État de nous aider à trouver des chambres froides pour éviter le gaspillage. Car lorsqu'on parle de fruits, on doit penser immédiatement aux chambres froides. Le marché est pleinement
approvisionnés, seulement les vendeurs trouvent énormément de difficultés à conserver le fruit, très difficile à conserver car rapidement périssable. Certains sont obligés de vendre à vil prix pour l'écouler le plus vite possible. Actuellement, il y a beaucoup de pastèques dans le marché. Vous savez que ce fruit est périssable. Et si vous n'arrivez pas à l'écouler rapidement, il pourrit. C'est pourquoi il nous arrive de vendre à perte pour éviter de tout perdre. Une situation que déplore ce vendeur qui dénonce certaines pratiques des détaillants. Selon lui, ces derniers freinent la floraison du business. C'est à cause des détaillants que le commerce n'est plus rentable. Ils vendent le pastèque occasionnellement dans les rues de la capitale. Ainsi, on n'arrive pas à s'en sortir. Le pastèque renferme des vertus très bonnes pour la santé en Afrique où il fait plus chaud que froid. Des connaisseurs prônent son utilisation contre la déshydratation. Seulement les vendeurs rencontrés plaident pour la mise à leur disposition de la part des autorités des chambres froides pour la bonne conservation de ce produit. Parlons sport et tourisme dans le cadre des JOJ 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse. L'agence sénégalaise pour la promotion du tourisme et le COJOJ s'adonnent à travailler main dans la main pour une bonne organisation des Jeux olympiques, mais aussi pour redynamiser le milieu du tourisme. Des propos recueillis par Djibril Niane. La vision que nous en avons, mais également la stratégie que nous avions déjà peaufinée à l'horizon de ces Jeux 2026 par toutes les structures concernées qui sont là aujourd'hui. Et donc, pour nous, ASPT, nous sommes concernés principalement par la mise en tourisme des Jeux olympiques. Nous avons voulu choisir ce moment d'échange pour nous aligner. L'objectif de l'alignement aussi, c'est d'arriver à définir ensemble, et nous allons l'acter très prochainement, une convention cadre qui va permettre d'identifier l'ensemble des parties prenantes, quel est le rôle de tout un chacun, autour bien entendu de cet accord cadre que nous avions signé avec le ministère du Tourisme et la Fédération des hôteliers, pour la mise en tourisme des Jeux. Ce qu'on appelle la mise en tourisme des Jeux, c'est comment vendre la destination Sénégal davantage autour de ce grand événement à venir. Mais également comment préparer l'écosystème de tous ces acteurs que j'ai nommés pour leur permettre chacun de jouer son rôle et de permettre de tirer le meilleur profit. En tant qu'entité d'abord, mais aussi en tant qu'acteur qui travaille avec ces entités. Et pour rester particulièrement par exemple sur l'ASPT, le secteur touristique, vous le savez très bien, il y a beaucoup de dimensions. Les Jeux, comme l'ont dit le DG, peuvent être l'occasion de vendre un certain nombre de circuits, d'inventer même des circuits qui étaient là, mais peut-être qui étaient enterrés, ou bien même d'autres de nouveaux carrément, parce qu'au regard du monde entier qui va venir, et du nombre de personnes que nous avons. Et puis l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie, ANACIM, a fait le point sur une prévision météorologique à long terme à partir de ce mois de janvier jusqu'au mois de mars, annonçant ainsi un changement climatique dans certaines régions et l'installation de la chaleur à partir du mois de mars. Djabel Ndiaye, chef du service climatique à l'ANACIM, est au micro d'Idrissa Fall. De janvier jusqu'en mars 2025, les températures seraient globalement supérieures à la moyenne saisonnière, c'est-à-dire dans les régions surtout nord, nord-est, centre, sud. Ça ne veut pas dire qu'on aura une chaleur très préoccupante, mais on aura des températures qui sont légèrement supérieures à la moyenne. C'est-à-dire donc que la fraîcheur qu'on avait connue au mois de décembre va commencer à diminuer un tant soit peu, surtout dans ces zones, dans la zone nord, dans une bonne partie du centre-sud et dans les régions sud et la région de Kédougou. Donc globalement, c'est cette situation dans ces régions-là. Mais dans la zone centre et dans la zone ouest, on aura un maintien des températures froide, c'est-à-dire une situation normale par rapport à la climatologie, ce qui dénote un peu de la poursuite de cette fraîcheur, surtout pour les mois de janvier-février. Janvier-février d'ailleurs, où cette fraîcheur va persister sur la moitié ouest et sur une bonne partie du centre,
Mais cette fraîcheur va commencer à diminuer d'un peu, surtout dans les zones est et nord du pays et dans la zone sud, où on aura une recrudescence de cette chaleur, un retour de cette chaleur, surtout au mois de mars. Au mois de mars, on pourrait avoir des pics par rapport à ce trimestre. Des pics ne peut pas dire des pics annuels, mais des températures qui pourraient aller au-delà de 40 degrés, surtout dans la partie est du pays, dans les localités de Goudiri, un peu vers Tambacounda, Koumpentoum et un peu vers la partie de Kédougou, où on pourrait avoir des pics de température, surtout au mois de mars. Donc si on résume un peu la situation, on aura cette fraîcheur qui va continuer, cette fraîcheur qu'on a connue au mois de décembre, qui va continuer au mois de janvier jusqu'à une bonne partie du mois de février, surtout dans la moitié ouest du pays, mais une fraîcheur qui va commencer à diminuer un peu, surtout dans la partie nord et est où on aura l'installation de la chaleur à partir du mois. Et puis parlons de l'actualité hors de nos frontières. Au Tchad, le calme est revenu ce jeudi matin dans la capitale du Tchad après les tensions de la soirée quand une vingtaine d'assaillants ont tenté une attaque sur le complexe présidentiel dans le quartier de Djambelba, à proximité de la place de la Nation. Cependant, 19 morts, dont 18 assaillants, ont été dénombrés au Liban. Le général Joseph Aoun, élu président de la République libanaise, mettant fin à plus de 2 ans de vacances du pouvoir. Suivons l'essentiel de l'actualité internationale avec Amsatou Gano. Au Tchad, des tirs nourris ont été entendus dans la soirée du 8 janvier 2025 dans le centre de la capitale du Tchad, près de la présidence. Selon le porte-parole du gouvernement, 19 personnes sont mortes, dont 18 assaillants. Il s'agit de jeunes qui viennent d'un quartier de N'Djamena et qui sont issus d'une communauté tchadienne, a affirmé Abderrahman Koumala à RFI. À première vue, ça n'a rien à voir avec Boko Haram, mais de toutes les façons, ce ne sont pas les méthodes de Boko Haram, puisqu'ils sont armés. Sous réserve que l'enquête qui est confiée au procureur de la République détermine quelles sont ces personnes, la justice s'est saisie de l'affaire et une enquête est lancée. Au Ghana, le retour au pouvoir d'un ancien président, 8 ans après avoir été battu par Nana Akufo-Addo, John Dramina Mahama vient cette fois-ci remplacer ce dernier. L'investiture s'est déroulée à Accra devant un panthère de 18 chefs d'État venus du monde entier. Liban, le chef de l'armée Joseph Aoun, élu président de la République par le Parlement. À l'issue du deuxième tour de vote des députés libanais, âgé de 61 ans, le général novice en politique a tiré profit de sa position à la tête de l'institution militaire et bénéficie du soutien de plusieurs puissances étrangères comme les États-Unis et l'Arabie Saoudite. Les États-Unis disent un dernier au revoir à le 39e président ce jeudi 9 janvier. En présence de son successeur Donald Trump, l'actuel président Joe Biden a prononcé l'éloge funèbre lors des funérailles de Jimmy Carter à la cathédrale nationale de Washington, où plusieurs personnalités avaient eu droit aux mêmes honneurs. Ces funérailles clôtureront près d'une semaine de deuil au cours de laquelle les Américains se sont recueillis en silence devant le cercueil drapé aux couleurs du pays pour rendre hommage à l'ancien président décédé le 29 décembre à l'âge de 100 ans. Merci Amsatou Gano pour ce round-up de l'actualité. À présent, parlons culture. Le tam-tam est à l'honneur dans cette rubrique consacrée à la culture, un instrument musical purement africain qui continue de rythmer les sonorités. Même de nos jours, le tam-tam battu par de vaillants tambouristes traîne encore du monde à travers son rythme endiablé. Une présentation d'Aïssatou Ba. Historique, le tambour a été battu par les griots des rois sénégambiens avec une signification particulière dans l'Afrique des profondeurs. Communément appelé sabar au Sénégal, le tambour a longtemps servi comme moyen de communication en Afrique de l'Ouest. En cas de décès, de mariage, baptême ou pour délivrer une information importante, les vieux se servaient du tambour. Par exemple, le tambour a permis d'annoncer l'arrivée des
explorateurs et leurs intentions en Afrique. Le tambour exprime une tradition particulière en Afrique. Il est présent presque à toutes les occasions, comme l'appel aux armes pendant les guerres ou comme appel aux martyrs. Au Sénégal, on le retrouve chez les Sérères, Wolof, Peul. Mais il est le propre des Guewel, les griots. Doudou Ndiaye Coumba Rose est connu à l'unanimité comme icône et défenseur incontournable du tambour. Même après sa disparition, son étoile continue de briller avec sa famille. Mambiram Ndiaye, un de ses fils, prend la relève. Son lamb la may jox base mom lañuy toucher les mbëri mom lañuy toucher ci labani. S'ils enlèvent les autres composants de ce tam-tam, ça donnera un autre son. Il y a un son qu'on utilise pour la danse des lutteurs, des mariés pour les cérémonies de Ndep ou les Ndawarabin, mais Doudou Ndiaye Coumba Rose a montré une autre facette avec sa zénith créative. Ce tambour, on l'appelle Grom Bambas. Il y a aussi le Grom Tamba pour la lutte. Le Grom Bambas, on le retrouve chez tous les griots. Le batteur de tam-tam n'a plus besoin de porter son tambour, ce n'est pas confortable, mais grâce à mon père, on peut mettre le tambour entre les deux pieds. Avec expertise, il décortique ainsi les différentes étapes du travail tout en précisant les types d'instruments. C'est avec ce son que le lutteur danse pour les cérémonies traditionnelles de Ndep. C'est plus compliqué. Celui qui est possédé par les djinns a besoin de son propre son parce que chaque djinn a son propre désir. Quand on commence à battre, il se montre avec des manières, on le verse du lait. Bien que c'est risqué pour nous, donc on nous donne du talisman qu'on attache autour de nous. Quand il nous fixe, on ne baisse pas le regard. Mais ñun géwél tamit amna luñuy jox ak luñuy tak lutax mom bu rab bi di contane parce que day nek benen nit ak doole gi muy andal. Grand héritier du tambour major, lui-même virtuose de la percussion, Biram Ndiaye, avec précision et expérience, nous parle du rythme. Tout dépend de l'occasion et du lieu. Le son utilisé pour faire danser des lutteurs n'est pas celui utilisé pour les cérémonies traditionnelles de Tour ou de Ndep. Bu ñu ñëwé dañuy taw suñu sabar xol ko mu fecc lépp en italien sans sabar ñu ne ko c'est bon gis nañu lépp. Pour les défilés, on regarde le chorégraphe pour créer notre propre rythme. Après, on fait le filage du début à la fin. Le mbembeng, le grand tamba, le khin et khep, ils sont une famille, mais la nouvelle génération a carrément changé les choses avec les instruments comme le guitare, le clavier, piano, le tout mélangé. Pour nous, chacun a son rôle. Le batteur de tam-tam ne parle pas le même message que les autres. Le nder a sa propre langue, mbeng sa propre langue, ainsi de suite. L'héritier de Doudou Ndiaye Coumba Rose précise ainsi que le tambour va au-delà des instruments musicaux. Il cache une facette mystique très importante. Je tiens à ce qu'on respecte les cérémonies qu'on faisait le lendemain de la nuit de noces parce qu'on a notre rôle à jouer. Le sabbat est aussi mystique avec des pratiques, on peut être sûr si la mariée est vierge ou non. Avec l'évolution, cependant, l'instrument perd plus en plus sa vraie valeur. C'est à cause de l'implication des autres ethnies et la nouvelle génération, confie Biram. Le vrai tam-tam tend à disparaître, c'est vrai. Alors que les vieux comme mon père Doudou Ndiaye Coumba Rose, vieux 5-5 Faye, ont beaucoup travaillé pour ça. À leur époque, ils rassemblaient toute la famille devant la cour avec une vraie ambiance. Mais aussi, il y a un autre phénomène. Les autres ethnies veulent s'accaparer de notre métier alors qu'ils ne maîtrisent pas les choses. La manière de danser a changé et est devenue vulgaire. Auparavant, les femmes portaient des doquettes, les pagnes africaines pour danser, tel n'est plus le cas.
Aujourd'hui, les jeunes filles dansent avec des sous-fesses, chaussures fermées, des soutiens-gorge, ce que j'arrive toujours pas à comprendre. Basket, sol sortu. Merci beaucoup à Aïssa Touba pour cette belle rubrique de culture. C'est cet élément qui met fin à ce 20h. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Global Télévision. Bonsoir.